Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 395e édition de la série hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 395e de la série, nous avons retenu pour thème Constitution de 1987, le pourquoi de son manque d'application. Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir de partager ce plateau avec un habitué de l'émission, un professionnel qui se rend disponible pour partager avec le grand public le fruit de ses recherches. Je dirais même que c'est l'un des membres du corps des consultants nationaux bénévoles. Je veux citer le professeur, Maître Napoléon Louture. Maître Louture, bienvenue à notre émission. Merci, Maître Payan, pour l'invitation et c'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec toi justement pour discuter des questions de droit, puisque nous sommes dans une société démocratique et quand on dit société démocratique, on voit le droit. Donc, nous allons partager notre modeste connaissance en la matière avec les auditeurs et auditrices de l'émission. Merci. On vous dit encore merci. On prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre reçoit les inscriptions en son local de 9h à 14 PM. L'Ordre organise aussi des séminaires, des cours de formation, des conférences et sont des événements ouverts au grand public. Et pour les membres de l'Ordre, ce sont des heures de formation obligatoires. Nous le rappelons encore une fois, eh bien, l'expert comptable membre de l'Ordre doit, au cours d'une année, suivre 40 heures de formation continue. À chaque émission, nous apportons également quelques conseils. Eh bien, il s'agit particulièrement de l'impôt sur les commissions, les primes. Eh bien, à chaque fois que l'on paie des commissions, que l'on paie des primes, que l'on paie des bonis, la loi fait obligation
à la partie versante de prélever l'impôt. Pour les bonis, commissions, pour les bonis primes, les overtime, la loi prévoit une retenue à la source de 10%. Et pour les commissions, la retenue est de 15%. Cependant, si les commissions sont versées à une autre entreprise, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de retenue parce que les commissions tiennent lieu de revenus commerciaux accessoires pour les entreprises commerciales. Cette émission, intitulée Constitution de 1987, le pourquoi de son manque d'application. Nous parlons de Constitution de 1987, nous parlons de 32 ans de vie. 32 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un peuple. La Constitution, c'est, je dirais, la norme qui consacre les principes du vivre ensemble. Le territoire, la culture, l'histoire, etc. L'aspect sociologique également. La vie en groupe, la vie en commun. Cette constitution a certes été amendée. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons tous qu'il y a un manque d'application. Certains diraient même qu'il y a des parties où cette loi n'est pas applicable. Parce qu'il y a un ensemble de dispositions qui auraient dû être mises en place qui n'ont pas été, les lois d'application. Et aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par demander à notre illustre invité, le professeur Louture, nous dire quelle est votre lecture, professeur Louture, sur cette Constitution 87, cette amendée 32 ans après. Merci, M. Payan, pour la question. Tout d'abord, avant de partager ma lecture sur la Constitution de 1987 avec notre auditoire, il faut commencer d'abord par définir la Constitution. C'est quoi la Constitution? Hans Kelsen définit la Constitution comme étant la norme suprême fondamentale d'un État. Cela signifie que la Constitution est consubstantielle à l'existence d'un État. Pour être plus clair, la Constitution est pour un État ce que les statuts d'une société, ce que les statuts sont pour une société commerciale. Tout à fait. Autrement dit, c'est la Constitution qui détermine d'abord la forme de l'État que nous avons. Très bien. Comment s'organisent les pouvoirs publics? Quels sont les pouvoirs? Quels sont les pouvoirs des autorités publiques? Président, Premier ministre, CASEC, ASEC, tout et tout. Et quelle est la nature juridique de l'État? Quel est le régime juridique de l'État? Bref, la Constitution est le droit, si vous voulez, de l'organisation de l'État. Maintenant, en ce qui a trait à l'application de la Constitution, normalement, la Constitution, comme toute règle fondamentale, comme toute règle juridique, ne peut pas être s'auto-appliquée. Il faut qu'il y ait des gens, des autorités, qui aient manifesté par une volonté politique pour faire appliquer la Constitution. Autrement dit, nous avons une Constitution qui reçoit beaucoup de reproches. Il y a des gens qui considèrent la Constitution comme étant une Constitution très libérale, parce que c'est une Constitution qui postule le respect des droits fondamentaux, le respect de la liberté individuelle, le respect de la liberté d'expression. Sous ce cadre-là, on dit que c'est une Constitution très libérale. Mais il y a des gens également qui trouvent que cette Constitution
est très lourde dans son application. Par exemple, on reproche au pouvoir constituant de la Constitution de 1987 d'avoir institué trop d'élections. Et vous savez comment que les élections sont très coûteuses pour le pays et que les finances publiques sont vraiment pauvres, sont vraiment rachitiques, on n'a pas beaucoup d'argent. Ensuite, il y a des gens qui trouvent, et là je suis d'accord avec eux, nous avons une constitution qui remet le destin de la nation au Parlement. Autrement dit, bon, je ne veux pas être une mauvaise langue pour dire avec certaines personnes que la Constitution a accouché un monstre qu'on appelle le Parlement. Pourquoi? Parce qu'on dit que le Parlement est omnipuissant, omniprésent. En fait, il est trop polyphonique, il a trop de pouvoir. De ce fait, on a dit que la Constitution de 1987 a instauré un régime politique déséquilibré. Parce que quand on prend le régime politique instauré dans la Constitution de 1987, il y a une sorte de déséquilibre au niveau des pouvoirs, et plus précisément au niveau du Parlement et du pouvoir exécutif. Parce que le Parlement peut révoquer le gouvernement et que le pouvoir exécutif ne peut rien faire contre le Parlement. Alors, nos recherches nous ont permis de voir que cette constitution est calquée sur la constitution française de la 3e et 4e République, qui va être changée par la suite avec la montée, avec l'arrivée du général de Gaulle en France, et qu'on va adopter la Constitution de 1958. Et pourquoi on avait adopté cette Constitution? C'est parce que la Constitution de la 3e et 4e République avait créé trop de stabilité. Il y avait trop de stabilité gouvernementale. Et qu'on ne pouvait pas gouverner parce que la France fonctionnait sous la suprématie suprême, si vous permettez ce jeu de mots, du Parlement. Donc, tout ceci fait que la Constitution n'est pas appliquée, et je dirais même inapplicable. Donc, c'est pourquoi il y a des auteurs, des professeurs qui demandent une nouvelle Constitution. Pourquoi il faut rééquilibrer les pouvoirs. Très bien. D'accord? Ce qui, par exemple, quand on prend le Parlement, je vous dis, il a tellement de pouvoir, comme si il n'a même pas le temps pour exercer le pouvoir qui lui est conféré par la Constitution comme étant le dépositaire de la souveraineté nationale et qui est là pour représenter la nation et défendre les intérêts de la nation. Donc, c'est la raison pour laquelle on a estimé que la Constitution haïtienne de 1987 est très problématique. Donc, on est en train de reviser la Constitution, mais effectivement, l'application de la Constitution en soi, comme je viens de le dire, l'application n'est pas automatique. Il faut qu'il y ait une volonté politique, mais lors même qu'on a beaucoup de critiques contre la Constitution, mais son inapplication résulte d'une manque de volonté politique parce qu'il faut qu'il y ait des hommes pour mettre la Constitution en application. Tout à fait. Là, je vous rejoins en partie. Effectivement, et vous avez bien dit, la volonté est déterminante. Alors la Constitution en soi, certes, elle n'est pas une œuvre parfaite, elle ne souhaite être parfaite d'ailleurs. Mais fondamentalement, vous dit ceci, la loi découle de la nature des choses. Lorsque la nature des choses ne change pas, il appartient à l'intelligence des hommes de suppléer. Alors, certes, nous sommes à 32 ans de cette loi fondamentale, nous reconnaissons ses faiblesses, son manque d'application, pour certains son inapplicabilité, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui
écarter l'élément premier à savoir l'impact de l'homme. Est-ce que cette constitution qui consacre l'état de droit dans toutes ses dimensions politiques, juridiques, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas remettre en question, non pas cette constitution, mais également la volonté pour nous du vivre ensemble? Il y a des auteurs qui ont même défini la Constitution comme étant un pacte de vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est un pacte qui matérialise, qui consacre la volonté de tout un peuple habitant un territoire de vivre ensemble. D'accord. Ce sont les règles du jeu fondamentales et que tout le monde est tenu de respecter. Mais, qu'on le veuille ou non, sur cette planète, l'être humain est indépassable. Parce que on ne saurait dire et promouvoir la perfectibilité, la perfection de la Constitution, comme vous venez de le dire, M. Payan, c'est qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Tout à fait. Mais cependant, en dépit de cette infaillibilité qui est inhérente à l'intelligence humaine et que nous vivons avec, mais il faut qu'il y ait une certaine volonté. Comme citoyen, comme professionnel de ce pays, je ne vois pas vraiment de la part de nos dirigeants, de nos différentes administrations, de mettre cette constitution en application. Comment expliquer que depuis 1987, 29 mars, cette constitution est âgée de 32 ans et quelques jours là maintenant. Cette constitution a prévu, comme c'est une constitution venant d'une période, alors accouchée suite à une période de transition, parce que c'est la constitution qui fait naître, qui marque le début de la transition démocratique, puisque la constitution est une sorte de pont entre le régime dictatorial qui existait sous les Duvalier et la société, l'État démocratique, l'État de droit que nous voulons organiser. C'est comme une réponse. C'est comme une réponse à cette... Voilà. On appelle ça une sorte de transition. Très bien. D'accord. Ça, c'est l'expression des transitologues. Maintenant, parmi mille choses, il faut dire que cette constitution prévoit la formation d'un CEP provisoire. Voici que depuis 32 ans, ce CEP provisoire est devenu un CEP permanent. Comment expliquer ça? À chaque fois, on accepte de nouvelles lois, on accepte de nouvelles lois électorales, on accepte de nouveaux concepts électoraux. Pourquoi est-ce que c'est la Constitution qui empêche les hommes politiques, les administrations et gouvernementales de doter le pays d'un conseil électoral permanent? Alors, deuxièmement, quand on prend l'ensemble des lois d'application, d'accord, que la Constitution prévoit, et pour parachever cet état de droit que cette Constitution charrie, elle prévoit la création d'un conseil constitutionnel. Maintenant, ensuite, j'allonge la liste. Quand on, par exemple, la formation de toutes les assemblées, on n'a jamais rien fait pour mettre ces assemblées en question. Or, ces assemblées-là sont d'une importance capitale. Assemblée départementale, assemblée communale, tout et tout. Mais on n'a rien fait. Or, lorsque vous faites une lecture transversale de la Constitution, vous allez voir que cette Constitution crée des autorités organiques. Qu'est-ce que j'entends par autorité organique? Il y a des institutions là, des institutions qui doivent être prises à partir de cette Constitution. Il faut qu'il y ait des organes, un ensemble d'organes qui doivent prendre cette décision. C'est le rôle des assemblées départementales. C'est le rôle, par exemple, des assemblées communales. Mais est-ce qu'on crée ça? Par exemple, quand on prend la nomination des juges, mis à part pour les juges de la Cour de cassation, et que c'est
le Sénat qui soumet une liste au président de la République qui va les choisir. Et les autres, quand on veut les juges de la Cour d'appel, il faut qu'il y ait l'Assemblée départementale. Pour les juges de paix, Assemblée communale, tout ça. Mais on n'a rien fait. C'est comme si l'inapplicabilité de la Constitution fait que nous sommes dans une situation de fait en dépit, par rapport à nos autorités, en dépit de l'excès de cette Constitution. Voilà le problème. Alors, donc, c'est grave. Alors, Maître Loture, est-ce que l'échec de l'application de la Constitution ne consacre pas l'échec du droit? Et il y a quelqu'un qui dit que l'échec du droit est toujours provisoire. Parce qu'il y a un point fondamental sur lequel j'insiste. Le droit ne peut pas s'auto-appliquer. Tout à fait. Parce que pour que le droit puisse s'appliquer, il faut qu'il y ait une volonté des hommes politiques. Si vous regardez, vous faites l'histoire, vous interrogez, et par exemple, vous remontez jusqu'au XVIIe siècle, vers le pacte de Magna Carta. J'ai pris plaisir à lire, comprendre la philosophie qui se dégage de ces différents textes. Lorsqu'on prend le système normatif mondial, un extraterrestre dirait que le monde est un monde idéal. Ce monde-là est un monde idéal. Si et seulement si on s'en tient des textes. Donc c'est pour vous dire que le droit est toujours là. Le droit est un instrument que l'on peut utiliser à volonté, mais ce qui manque à l'application de la loi, à l'application du droit, au respect du droit, c'est la volonté politique de nos hommes politiques qui explique ce manque, cette défaillance quant à l'application du droit en Haïti et de la Constitution en particulier. Très bien. Alors là, il faut dégager que ça pose un problème de citoyenneté, d'engagement citoyen. Le citoyen, c'est aussi celui qui est informé, qui est formé et qui peut librement, consciemment effectuer des choix. Les dirigeants que nous avons ne se sont pas imposés. C'est le fruit, de nos choix. C'est comme si nous avons une fatalité, parce que quand même nous parlons de 200 ans d'histoire et plus. Donc, il y a quand même des explications historiques, culturelles, pour expliquer tout ceci. Donc, alors, ça veut dire que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème, récurrent, parce que ce n'est pas la faiblesse de la norme qui se pose, mais c'est la volonté des hommes. Et les hommes que nous avons ne sont pas le fruit du hasard, c'est l'environnement qui a produit ces hommes-là. Donc, d'où l'importance de l'éducation. Or, cette constitution qui consacre l'état de droit fait de l'éducation l'élément essentiel, le rôle essentiel tant de l'État que des collectivités territoriales. Alors, on doit se poser la question maintenant, n'y a-t-il pas là un choix délibéré pour vivre dans la confusion? Parce que, vous remarquez, vous avez si bien dit, c'est la règle fondamentale. Si, au point de départ, le pacte qui sert de ciment de relation entre les hommes et les femmes, ce pacte-là est vicié, est violé, eh bien, ça veut dire que déjà le vivre ensemble est remis en question. Alors, Maître Loture, quelle est pratiquement la limite? La limite pratiquement au fait de freiner, ces dérives-là. Nous parlons de dérives, il faut le dire. Oui, quand bien même il y a une certaine dérive, mais il y a deux concepts que vous venez d'évoquer qui est important pour moi. C'est le concept de citoyenneté et le concept culturel. Citoyenneté. Quand on est citoyen, on a le sentiment, on a une certaine sensibilité pour le bien-être de la société. Disons bien, sentiment d'appartenance. Oui, c'est pour répéter Beaulieu, notre bonhomme, de regretter mémoire. Donc, quand on est citoyen, on a un certain souci pour le bien-être collectif. Autrement dit, quand on est citoyen, l'autre n'est pas autre pour nous
nous nous voyons dans l'autre. C'est ce sentiment qui nous manque. Parce que nous sommes dans le miroir, nous nous voyons. Nous voyons uniquement notre visage, nous ne voyons pas les autres. Autrement dit, ce sentiment d'appartenance, d'accord, qui explique, matérialise dans une certaine mesure la volonté de vivre ensemble. Ça, ce sentiment-là est absent chez les Haïtiens. C'est comme si nous sommes là dans un espace où il y a une sorte d'agglomération d'individus. Nous sommes très individuels. La société est individuée. Je fais mon affaire, tu fais ton affaire, je m'en fous de toi, tu t'en fous de moi. On ne peut pas avancer comme cela. Il y a des gens qui sont là et qui n'ont aucun rapport avec la société. D'accord? Donc, quand la société... Or, nous sommes dans un État, qui n'est pas encore une nation, bien entendu. Parce que l'absence de nation, puisque nous ne sommes pas une action, il y a une contradiction dans les termes quand on parle de citoyenneté. Parce que quand on parle de nation, il y a quelqu'un qui a défini la nation comme étant l'âme de l'État, l'âme de la société. C'est ce qui fait bouger la société, c'est ce qui fait fonctionner la société. Mais nous n'avons pas ça. Donc, je suis dans mon coin, tu es dans ton coin, et puis je fais mes affaires, tu t'occupes des tiens. Voilà comme ça où nous sommes. Donc, c'est une agglomération d'individus qui occupent cet espace. Il y a des gens qui nous définissent comme étant un groupe. Un groupe. C'est comme si, par exemple, en période carnavalesque, lorsque, par exemple, les chars terminent leur parcours, tout le monde s'en va à travers. Je m'en fous de toi, tu t'en fous de moi, voilà, nous sommes comme cela. Autrement dit, cette volonté de vivre ensemble nous manque. Ce pacte, alors que nous avons des règles. L'autre élément, c'est l'aspect culturel. La culture est indépassable. Parce que, par la culture, nous avons, comment dirais-je, un dépôt que la société fait chez nous. La culture, ça englobe un ensemble de valeurs. Un ensemble de valeurs. Et que ça modèle notre comportement. Mais maintenant, lorsqu'on prend les textes que nous avons, la Constitution et tous les autres textes, est-ce que ces textes-là reflètent la culture haïtienne? Est-ce que les textes que nous avons, la Constitution, ne comportent pas des valeurs qui ne sont pas les nôtres? Et que nous autres, nous n'avons pas la possibilité de les approprier. Bien que nous vivons dans un monde caractérisé par la globalisation, dit-on, nous sommes obligés de tenir compte des autres puisque nous sommes dans un village global. Mais cependant, qu'on le veuille ou non, Haïti comme pays a sa singularité, a son identité. Et Haïti ne peut pas se développer en dehors de son identité. Et c'est la raison pour laquelle Jean Pasteur disait que soyons nous-mêmes. Ça ne veut pas dire pour autant que nous devons ignorer les autres. Non. Mais il faut garder notre identité. Mais quand même, notre identité. Nous refusons notre identité. À mon avis, le problème est global. Le problème est multiforme. Le problème est très complexe. Bref, pour répéter Alex Maton, Haïti est un cas. Mais ce qui est important, si Haïti est un cas, les Haïtiens doivent savoir, pour résoudre ce cas, alors j'entends pas cas problème, il revient aux Haïtiens de résoudre ce problème-là. Parce que l'étranger, nous avons besoin de nos aides. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Mais alors, il faut dire une chose. Ça, c'est la mission sacrée des élites. Alors, est-ce que ceci consacre aussi l'échec des élites? Bon. Parce qu'il y a quand même des penseurs. Est-ce que c'est une fatalité de faire de mauvais choix? Est-ce une fatalité pratiquement de plagier, de copier ce qui n'est pas adapté? Ou bien sommes-nous uniquement de mauvais élèves? Et dans cette conversation, il y a un autre mot-clé que vous avez évoqué. C'est le mot instruction. Vous savez,
Condorcet disait en 1882, quelqu'un qui n'est pas instruit, qui n'est pas éduqué, est un danger pour lui-même d'abord et pour la société ensuite. Très bien. Autrement dit, en France, on avait adopté une loi fixant un seuil d'instruction obligatoire. Tout à fait. Quand, par exemple, depuis 1804, vous maintenez dans l'ignorance la plus crasse cette masse ignorante, si vous permettez ce jeu de mots, qu'est-ce que ça peut vous donner? C'est cette société que nous avons. D'ailleurs, nous disons que nous revendiquons de la démocratie. Mais la démocratie non seulement a ses règles, mais pour son application, pour sa matérialisation, la démocratie a ses exigences. Tout à fait. Et il faut qu'il y ait des gens instruits. Et quand vous n'avez pas des gens instruits qui ont la possibilité de savoir pour qui voter, comment voter et quoi voter, à ce moment-là, ce sont des gens qui seront manipulés et que vous allez avoir à la tête de l'État, au sein des organes de l'État, des démagogues de tout poil. Tout à fait. Ainsi, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 395e édition de la série hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème Constitution 1987, le pourquoi de son manque d'application. Notre invité, le professeur Maître Napoléon Louture. Maître Louture, si nous parlons de Constitution, nous parlons de l'étendue des droits et des devoirs des différents organes. Par conséquent, nous parlons aussi de la norme, de son application. Nous parlons aussi de l'importance du droit dans une société qui définit les limites des droits et des droits de chacun. La Constitution de 1987, encore une fois, son manque d'application consacre l'échec des penseurs, des élites aussi. Il faut le reconnaître. Et à travers cet échec également, il faut voir aussi l'importance, le poids de nos erreurs, de nos errements. Il y a ce devoir de solidarité. L'état de droit ne peut pas se construire. Ce sont les hommes qui construisent les sociétés, qui construisent les entités. Un homme peut faire la différence. Nous sommes à 32 ans de la Constitution de 1987. Certes, nous pouvons critiquer, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a un point. Le point important, c'est que, est-ce que culturellement, l'haïtien est prêt à rendre compte? La Constitution en soi est une Constitution, je dirais, transparente au point de vue, je dirais, de la gouvernance. D'ailleurs, la Constitution met l'emphase sur la décentralisation. C'est-à-dire le fait d'avoir, comme vous avez bien dit, des organes d'exécution, des organes de contrôle. La Constitution soit facilite l'autocontrôle. Un pouvoir contrôle un pouvoir, un autre pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. Mais ce sont les hommes. Bon, est-ce que c'est la norme qui est mal formulée ou bien les hommes qui ne sont pas prêts à appliquer, à rendre compte? Puisque nous avons constaté, juste au moment où nous parlons, eh bien, je dirais, il y a cette réticence à faire circuler l'information, à se sentir obligé de renseigner, d'informer, de rendre compte. Parce que l'on veuille ou pas, il faut rendre compte, le père de famille rend compte,
à sa famille. Le chef d'association doit rendre compte aux membres de l'association. Eh bien, c'est pareil aussi, les hommes et les femmes qui occupent les pouvoirs publics doivent aussi rendre compte. Selon vous, maître Louture, le problème n'est-il pas un problème culturel à savoir, nous ne sommes pas prêts à rendre compte, fondamentalement. La culture est indépassable. Indépassable. Et nous avons tenté de cerner les différentes dimensions, les bienfaits, le fondement de la culture dans une société. Maintenant, il y a un problème qui se pose pas seulement en Haïti, mais presque dans le monde. Il y a le problème de l'inflation des normes. Il y a trop de normes. Il y a trop de normes. Des fois, les normes se contredisent. Autrement dit, trop de normes tuent les normes. Il y a ce problème-là. Et c'est un problème que l'on débat à l'intérieur des universités parce que la plupart des normes contemporaines sont mal fabriquées, sont mal faites. Parce que, pour la plupart, ce sont des normes qui sont adoptées pour un besoin particulier, dépendamment de certaines circonstances. Autrement dit, les normes contemporaines ne reflètent pas tout à fait la volonté générale, l'intérêt général. Donc là, c'est un problème. La culture, toujours. Effectivement, quand vous faites l'expérience, vous donnez 50 gouttes à quelqu'un là. Vous lui demandez de vous acheter une cigarette. Quand il revient, vous dites, ah, vous avez acheté la cigarette pour combien? Ah, il se sent offusqué. Un geste simple, mais ce geste, aussi simple qu'il soit, traduit, exprime toute la mentalité d'une population. Autrement dit, c'est pour vous dire, cette culture de rendre compte, nous n'avons pas ça dans notre mentalité. Or, nos textes de loi postulent, dans une certaine mesure, un État transparent, préconise, promeut la culture de transparence. La transparence, ça signifie quoi? L'État ne veut pas fonctionner en toute opacité. L'État doit être transparent. Autrement dit, formel. Les citoyens doivent savoir ce que font nos autorités. C'est la raison pour laquelle, actuellement, et qu'on le veuille ou non, la société a évolué. On est en train de demander aux autorités présentes au passé, eh bien, l'argent que vous avez dépensé en notre nom, qu'est-ce que vous avez fait avec? C'est fondamental. Mais, en dépit de l'existence de nos textes, comme nous n'avons pas cette mentalité de rendre des comptes, nous sommes très résistants. Ensuite, toujours dans cette même ordre d'idée, il y a une expression qui est à la mode, bien que c'est une expression qui a été inventée par les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, la gouvernance. La gouvernance exprime l'idée de l'État transparent. Autrement dit, l'État, à travers ses autorités, doit rendre des comptes. Mais, dans une certaine mesure, nous sommes au pari avec la culture mondiale, la culture de la transparence que les institutions internationales préconisent. Pas toujours. Formellement, nous sommes au pas. Matériellement, non, mais formellement, nous sommes au pas. Je vais vous dire. On n'a pas de budget. Je vais vous dire. Nous avons, par exemple, des institutions qui ont été créées et qui vont matérialiser, exprimer la transparence. Quand on prend des institutions comme la Cour supérieure des comptes et des administratifs,
Quand on prend des institutions comme Inspection générale des finances, quand on prend des institutions comme Commission nationale des marchés publics, CNMP, ICREF, ULCC, eh bien, ce sont ces institutions-là, oui, que l'État crée, qui vont matérialiser la culture de la transparence. Tout à fait. Et ce sont ces institutions qui sont là, qui sont créées, qui ont pour mission de porter chacun en ce qui le concerne, en ce qui la concerne. Les citoyens, les gens qui ont manipulé les fonds publics, à rendre compte de leur gestion. Mais, en dépit de l'existence de ce noyau dur du système de contrôle des finances publiques haïtiennes, qu'est-ce qu'on constate? Les institutions ont peine à atterrir. Et c'est la raison pour laquelle on crie à corps et à cri qu'il faut rendre des comptes, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? C'est ça le problème. Donc c'est là, si maintenant il n'y avait pas cette défaillance institutionnelle dans une certaine mesure, peut-être qu'on n'aurait pas ces branle-bas-là, ces agitations, ces manifestations, je ne dis pas politiques, que l'on considère à travers la rue. Très bien. Autrement dit, la nation, mis à part des gens mal intentionnés ou bien intentionnés, je ne sais pas, qui entendent instrumentaliser une certaine frange de nos citoyens pour régler comme d'habitude leurs problèmes personnels avec une cause qui est noble, porter les autorités à rendre compte de leur gestion. Mais c'est tout à fait normal, puisque la reddition de comptes en Haïti, c'est un dogme du droit public haïtien, du droit public financier haïtien. La reddition de comptes est d'ordre public. Cela signifie quoi? Qui que vous soyez, quelle que soit votre appartenance de classe, quel que soit votre degré de fortune, quelle que soit votre couleur, quel que soit le lieu où vous habitez, dès lors que vous avez dépensé les deniers publics, de droit ou de fait, vous êtes obligé de rendre compte. Mais, ce que nous constatons, ça reste un idéal chez nous, en dépit de l'existence du système normatif haïtien. Je reviens à mon propos de départ. Il ne faut pas créer les institutions qui sont pour la plupart des institutions de façade. Il faut qu'il y ait une volonté politique, une volonté de nos dirigeants pour porter les autres dirigeants qui avaient manipulé les fonds publics à rendre compte de leur gestion, puisque c'est fondamental, puisque ça va expliquer l'état transparent que nous revendiquons, que la société revendique à travers la Constitution de 1987 et les autres lois adoptées par la République d'Haïti. Très bien. Donc, Rabi dit que nous avons un État qui a mis en place une institution garantissant la transparence, je dirais, sur papier théorique. Mais les institutions ne valent ce que valent les hommes. Encore une fois, on revient à l'homme. Mais, mettre l'autre, à travers tout ça, le pays va de scandale en scandale. Un scandale remplace un autre. Il n'y a pas de sanctions. Les lois ne sont pas respectées. Il y a dérogation pour tout. Et on ne peut pas construire un pays sur la base de dérogation. Ce qui est applicable pour X ne l'est pas pour Y. Nous sommes aujourd'hui en face, je dirais, d'un véritable, disons, un carrefour. Il faut faire le choix. Et ce choix n'est autre que le choix de vivre ensemble. Ça ne peut pas se faire dans la méfiance. Ça va se faire obligatoirement de la transparence. Mais comment commencer? Par où commencer? Et quoi faire? Il y a un ami qui m'a dit que Haïti est une société SS. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous entendez par société SS? Une société sans sanction. Dès lors qu'une société, cela signifie, l'État est dépouillé, est dépourvu de son pouvoir de commandement, de son pouvoir de contrainte.
C'est là le problème. Autrement dit, on a des autorités qui sont investies, qui ont du pouvoir, qui ont de l'autorité, mais qui ne sont pas responsables. Donc, nos responsables sont irresponsables. Nos responsables sont irresponsables parce que la société n'est pas contraignante. On pense pouvoir faire tout ce qu'on veut à la tête de l'État parce que nous misons sur l'impunité. C'est là le problème. La première des choses, en ce qui me concerne, pour commencer, il faut que la société, l'État, commence par exercer son pouvoir contraignant, son pouvoir de commandement. Autrement dit, si vous avez commis une infraction, indépendamment de votre statut, indépendamment de vos accointances politiques, de vos accointances amicales, la justice doit avoir la possibilité de vous juger. Quand je dis juger, je ne dis pas une justice expéditive. Je ne dis pas une justice qui sera instrumentalisée contre quelques personnes, contre un groupe de personnes, mais une justice qui doit être impartiale. Une justice qui doit respecter les droits de la défense de tous les individus. Une justice qui doit être matérialisée dans des tribunaux impartiaux, dans des tribunaux, dans des juges impartiaux, dans des juges qui respectent la mission, une partie de la mission régalienne de l'État qui leur est confiée, parce que la justice, la bonne justice, est une dette que l'État a envers la société. Donc, il revient à l'État de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y ait une justice distribuée selon une justice de standard, je dirais, qui est distribuée suivant les normes, en toute équité et en toute impartialité contre toute personne qui se trouve épinglée par cette justice elle-même. C'est bien dit, mais l'État est une personne morale. Pas vrai? Oui. Eh bien, quel est le profil de ces hommes? Parce que le contrôleur doit être contrôlé, le juge doit être jugé, le comptable doit aussi rendre compte, l'auditeur doit être audité. Alors, quel est le profil de ces hommes et femmes qui doivent finalement donner le ton? Alors, je lisais l'Isti François Manigat. Je l'ai entendu une interview qu'il avait donnée en 1989, je crois, dans un hôtel à Manhattan, je crois. Il a dit, Haïti est victime d'un complot contre l'excellence. Et quand vous êtes instruit, c'est que vous êtes un danger pour la société. Ça va vous paraître contradictoire et même paradoxal. Mais il a dit, pour que Haïti sorte du trou, du sous-développement, dans lequel elle se trouve, il faut qu'il y ait des hommes animés d'une certaine compétence, des hommes animés et des femmes, des hommes et des femmes animés d'une certaine intégrité, des hommes et des femmes animés de certain courage, des hommes et des femmes animés d'une certaine honnêteté. Et des femmes qui ont le sentiment que l'ombriquio marré avec la société. C'est ce que Beaulieu avait l'habitude d'exprimer sous forme de il faut qu'il y ait des gens qui ont un sentiment d'appartenance.
Ce qui me fait peur, c'est que nous vivons dans une société où les gens, beaucoup de nos dirigeants, n'ont aucun rapport avec cet espace, ce territoire. Parce que ces autorités-là n'ont pas d'enfants en Haïti, n'ont pas de femmes, n'ont pas d'épouse en Haïti. Les enfants ne sont pas scolarisés, ne sont pas dans les écoles haïtiennes. Ça explique l'évanouissement, l'effritement, l'absence de ce sentiment d'appartenance que nous préconisons. Mais, en dépit de tout, je reste et demeure convaincu de cette population, de cette société, de cet État. En dépit de tous les scandales, de toutes les dérives que nous constatons au plus haut sommet de l'État, au niveau des organes qui sont là pour représenter la population, je dis et je demeure convaincu, il y a une couche saine de ce pays. Et que le salut du pays sera, je ne dis pas sera assuré, peut avoir comme début avec cette couche saine. Mais malheureusement, cette couche saine reste dans une zone grise. Elle a peur. Elle a peur. Vous voyez, actuellement, il y a des gens en Haïti qui sont capables de servir leur pays, de servir Haïti, qui ont la volonté de servir Haïti. Mais ces gens-là, ces femmes-là, ces hommes-là ont peur. Pourquoi? Permettez-moi de répéter cette phrase de Anténor Firmin qui disait: en Haïti, la politique est un instrument qui tue les gouvernants et les gouvernés. Il faut faire en sorte que nous avons une société. Pourtant, en dépit de cette maxime d'Anténor Firmin, qui préconise, si vous, dans une certaine mesure, une sorte de négation à l'égard de la politique. Mais, dans cette vie terrestre, la politique est indépassable. La politique est une bonne chose. Mais c'est notre manière de faire la politique qui fait que la politique devient une sorte d'instrument qui tue et les dirigeants et les dirigeants. Très bien. En effet, on ne peut pas écarter le savoir. Mais le savoir aussi est une quête continue. C'est une approche scientifique. Et sa base, c'est le doute. Le doute en permanence. Il faut être à l'écoute de l'autre. Et chaque personne doit avoir, je dirais, il faut être à l'écoute de l'autre, l'écoute intelligente, je dirais. Donc le savoir est opposé à l'arrogance. Le savoir doit être humble également. Parce que, vous remarquez, ce qui caractérise fondamentalement, je dirais, l'homme et la femme qui aspirent à convaincre, soit sa famille, soit son association, soit son pays, c'est l'exemplarité. Qui est prêt à donner l'exemple. Et c'est ce qui manque à ce pays. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler, beaucoup de discours, mais l'action doit venir. Comment? Il faut l'exemplarité. C'est à ce titre-là qu'à force de donner l'exemple, qu'on finira par gagner la confiance des autres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une méfiance séculaire et qui explique, justifie l'échec des normes, l'échec des élites et par conséquent l'échec de ce pays. Voilà un grand mot. Et le mot savoir. Et en parlant de savoir, il y a un professeur qui me vient en tête. C'est un économiste, un doctorant en économie, c'est Dr Chéry. Au cours d'une intervention à laquelle je participais, il parlait
du problème de savoir. Le savoir que nous avons, est-ce que c'est notre savoir? Est-ce que c'est un savoir? Est-ce que ce sont des savoirs qui sont en adéquation avec la réalité haïtienne? Tout à fait. D'autant plus que il y a un grand professeur de droit international, un professeur français qui s'appelle Bertrand Badi, qui développe la théorie de l'État importé. Quand l'État vous est importé, eh bien, vous n'êtes pas votre... celui qui vous apporte État, vous apporte un autre État. Tout à fait. Eh bien, quand maintenant vous êtes un État importé, vous fonctionnez avec le logiciel de notre État. D'où le problème. Alors, il revient aux élites de créer une école, de créer un système éducatif qui reflète la réalité sociale et culturelle de l'État Haïti pour que Haïti puisse avancer, puisque nous l'aimons beaucoup. Très bien. Ainsi prend fin la 395e édition de la série. C'est qui a eu pour thème Constitution 1987, le pourquoi de son manque d'application. Certes, l'objectif c'était de vous renseigner, vous informer. Encore une fois, nous avons ceci, un homme ou une femme peut faire la différence. Soyez alors cet homme ou cette femme, dans votre famille, votre quartier, votre association, et pourquoi dans votre pays. Ainsi, nous avons un grand merci pour M. Louture, sa disponibilité, et à vous, nous disons à bientôt. Un pays ne meurt pas, il faut garder confiance, un homme peut changer les choses. Merci.